En décembre 2021, le président Emmanuel Macron a annoncé allouer un budget de 16 millions d'euros pour un institut de stimulation cérébrale à l'hôpital Sainte-Anne. Le docteur David Attali, chef de clinique du service, a déclaré aux Parisiens le 6 décembre 2021, je cite, « Cette technique permet aujourd'hui de guérir les 30% de patients en dépression sévère qui résistent aux différents traitements. Un courant de faible intensité est envoyé sur les tempes pendant une trentaine de secondes avec une anesthésie d'à peine 5 minutes. Ces ECT, pour électroconvulsivothérapie, comme la stimulation cérébrale profonde, SCP, restaurent la connexion du cerveau en stimulant les neurones qui se reconnectent entre eux. La stimulation cérébrale est alors une sorte de cure de jouvence du cerveau. » Fin de citation. Il semblerait que l'on soit loin de l'image qui a marqué ma génération, avec Vol au-dessus d'un nid de coucou, ou bien avant, avec un film formidable, Choc Corridor. Dans un article de Yves Edel et François Caroli, Histoire de l'électrochoc, des traitements électriques à la convulsivothérapie en psychiatrie, les auteurs rapportent que l'utilisation des électrochocs comme thérapie pour les patients schizophrènes date officiellement de 1938. Mais dès 1840, Aldini utilisa ce type de traitement contre la mélancolie. Premièrement, dans l'extrait qu'on entend, le docteur Attali fait référence aux ECT, donc c'est la technique la plus ancienne qui date du début du XXe siècle et qui consiste, c'est ce qu'on appelle la sismothérapie, et ça consiste à faire une crise d'épilepsie aux patients. Et donc, ça se passe désormais sous anesthésie générale. Les patients sont ce qu'on appelle curarisés, donc ils ont un bloqueur musculaire et on leur fait faire une crise. Et on qualifie la crise pour qu'elle soit efficace. On appelle ça une crise efficace. Et il faut que ça soit, c'est pas tant dans la durée que si c'est une belle crise sur l'enregistrement électroencéphalographique. Donc il faut que ça se fasse en certains tracés pour qu'on la qualifie de belle crise. Voilà. Et ça, c'est prescrit dans différentes pathologies. Ça peut aller de la dépression à, parfois c'est en première intention quand il n'y a pas, on ne peut pas prescrire d'antidépresseurs, donc ça, c'est les femmes enceintes par exemple. Et puis dans la schizophrénie, enfin, c'est assez large au niveau des indications. Mais finalement, c'est à ça qu'il fait référence quand il dit qu'il y a une anesthésie, etc. Mais en fait, là, l'argent qui a été mis et ça c'est pas une technique, les ECT en soi, qui laisse beaucoup de place à la recherche. C'est une technique finalement bien rodée. Là, il y a des progrès qui peuvent faire au niveau des machines, mais sinon c'est pas là-dessus, je pense, que l'investissement va aller, mais plutôt sur d'autres techniques de stimulation cérébrale. Donc, le signifiant stimulation fait plutôt référence à ces autres techniques, il me semble, qui sont sur lesquelles les chercheurs misent beaucoup. Et donc ça va donc de la RTMS, qui est donc c'est ça qui est un peu en train d'être développé là, qui est une stimulation magnétique du scalp, donc enfin du cerveau à travers le scalp. Et donc là, c'est couplé à une imagerie fonctionnelle, donc c'est un IRM un peu, un IRM disons, où on voit ce qui se passe dans le cerveau, où on regarde l'activité cérébrale. Il y a un marqueur qui est un marqueur du sucre, parce que le cerveau consomme du sucre, et donc on regarde là où au niveau des plus ou moins d'actions, plus ou moins de sucre consommé dans différentes parties du cerveau. Et en fonction de ce qui est observé, des régions du cerveau sont surstimulées ou sous-stimulées dans une pathologie. Par exemple, la dépression, on observe qu'il y a une suractivité d'une partie du lobe frontal et une sous-activité d'une partie du lobe frontal. Et donc, les recherches, ça va être, est-ce que si on stimule ce qui est en sous-activité, on sera moins déprimé? Est-ce qu'on sous-stimule ce qui est en suractivité, on sera moins déprimé? Si on va sur le site du GHU
qui développe un petit peu le projet vis-à-vis de l'investissement qui a été promis. Le projet, c'est de pouvoir travailler avec des zones plus localisées du cerveau, là où les sismothérapies, c'est tout le cerveau qui est stimulé, ça peut pas être une zone locale, et donc de façon moins invasive, parce que là, on parle d'un champ magnétique, il n'y a pas d'anesthésie, il y a moins d'effets secondaires déplorés, ce type de choses. Et il y a une stimulation, ça implique également la stimulation cérébrale profonde, et donc c'est l'implantation d'électrodes dans le cerveau pour aller stimuler carrément directement les zones cérébrales sans être impliquées dans les pathologies. Voilà. Donc ça part de choses sur la maladie de Parkinson. C'est comme ça que un peu le traitement de dernière intention de la maladie de Parkinson. Et en fait, il y a eu observation qu'un patient qui avait un Parkinson et qui souffrait de TOC, quand on a stimulé sa zone pour le soulager de sa maladie de Parkinson, ça a enlevé les TOC également. Et donc, c'est la partie là-dessus, c'est de là que ça vient. Voilà. Et donc, ça fait événement parce que même si, donc d'abord, il y a quand même des techniques de recherche là-dedans. Et la façon dont c'est présenté aussi sur le site, c'est que c'est dit que, en fait, c'est à Sainte-Anne qu'ont été découverts dans les années 50 les neuroleptiques. Et donc, il y a vraiment une corrélation. On a découvert ça dans les années 50. Depuis, il n'y a pas tellement eu de progrès sur le plan technique sur les traitements de la psychiatrie. Et donc, maintenant, on mise sur ces techniques-là de stimulation cérébrale. Voilà, dans comme ça, une mise en parallèle de la découverte en France à Sainte-Anne des neuroleptiques et qui reste quand même avec des pathologies qui sont pas, on ne guérit pas avec les neuroleptiques en effet, et donc voilà, là maintenant on donne une chance au rayonnement français psychiatrique avec ces stimulations-là développées à Sainte-Anne également. Et il y a un petit paragraphe sur l'industriel, que c'est vraiment quelque chose qui donne aussi aux chances à une technique industrielle, donc ça va comme ça dans le discours un peu ambiant aussi de permettre ça à Sainte-Anne. Il me semble que déjà guérir et cure de jouvence, c'est pas tout à fait pareil. Là où guérir, on a l'espoir d'un retour à un état antérieur à la maladie. Il y aurait un état qui serait l'état de base antérieur à la maladie, et on essaye d'y revenir. Cure de jouvence, il y a un côté régénérescence. Ça serait presque revenir à un état qui serait mieux que l'état avant la maladie. Et cure de jouvence du cerveau, carrément là c'est l'organe. Donc il y a quelque chose qui se branche directement sur l'organe, le psychiatre viendrait, en tout cas dans les mots que là utilise le docteur Attali, viendrait directement traiter l'organe fautif, et on passerait plus par l'expression de la maladie psychiatrique, qui est quand même, peut y avoir des expressions organiques, mais disons qu'une expression de la maladie psychiatrique, ça va être quand même situé beaucoup dans la parole du sujet qui souffre qui se plaint de ces symptômes-là. Il y a une difficile objectivité de la souffrance psychique. Et donc là, il y a quand même, on entend en effet quelque chose d'idéalisé, mais aussi quelque chose qui quand même, là où il me semble que la psychiatrie a quand même toujours eu l'idée ou l'espoir, même plus ou moins lointain, que de localiser au niveau du cerveau les troubles, que c'était le cas de psychiatres qui ont quand même été, même si très à l'écoute et en tout cas du côté d'une observation psychiatrique très fine, comme je pense à notamment Jules Segla, qui était celui qui a nommé les hallucinations psychomotrices. Il avait quand même, il se base pour son modèle neurologique, il se base de découvertes qui ont été faites vis-à-vis de l'aphasie par des neurologues. Donc il écrit dans le livre psychiatrique, il y a un schéma avec les yeux reliés à telle zone du cerveau, la bouche, reliés les centres, toute une hypothèse neurologique. Mais quand même, ça passe par une écoute
forcément, parce qu'il n'y a pas d'accès finalement à la pathologie autre que par l'écoute des patients à cette époque-là. Et donc une écoute très très fine qui lui permette de remarquer que quand les gens hallucinent, ils marmonnent. Et donc de faire l'hypothèse que c'est le propre discours des hallucinés qu'ils disent entendre. Et voilà, hypothèse qui est très importante pour nous. Et donc là, il y a quelque chose de... Par le fait qu'il y a une idéalisation, là pour le coup c'est vrai, un espoir vraiment d'un accès direct au cerveau. Et là-dessus, les psychiatres sont beaucoup plus idéalistes que les neurologues. C'est très frappant de discuter avec un neurologue qui va beaucoup moins défendre l'imagerie fonctionnelle, l'IRM fonctionnelle que les psychiatres. En discutant avec des neurologues, des collègues neurologues, et notamment des spécialités qui travaillent avec les imageries fonctionnelles, et notamment les anesthésistes réanimateurs, ça m'est arrivé de constater que des anesthésistes réanimateurs peuvent avoir un discours, disons, plus prudent vis-à-vis du rapport à l'imagerie fonctionnelle. Par exemple, quand un patient est dans le coma, il arrive de faire une imagerie fonctionnelle, une IRM fonctionnelle pour voir le degré de conscience, comment fonctionne son cerveau, est-ce que ça s'allume ou pas, ça s'active. Et les réanimateurs peuvent être très prudents quant à savoir la corrélation entre le fait qu'il y ait une activité cérébrale repérée par la machine et quelque chose qui serait prédictif de savoir si le patient va se réveiller ou pas. Et il arrive dans des discussions que ces spécialistes appellent plutôt à la clinique, à savoir que là, on constate que le patient est dans le coma et l'expérience clinique dit que là, vraiment, le patient a très peu de chances de se réveiller. Donc, plutôt faire appel à ça pour parler avec la famille, plutôt que de se baser uniquement sur ce qu'on voit de l'organe via l'imagerie fonctionnelle. Là, il y a carrément, finalement, pour faire les études qui disent qu'on guérit, on fait remplir des échelles aux patients pour savoir s'ils sont déprimés. L'échelle cote à X, à 5, disons, voilà, il est déprimé. Et ensuite, après le traitement, des antidépresseurs ou sismothérapie, et ben, il cote à 0, donc il est plus déprimé. Et donc on squeeze quand même le discours du patient, puisqu'on lui fait répondre à des questions par oui-non. Dormez-vous? Oui-non. Et donc là, il y a quelque chose qui raccourcit le circuit dans le rapport à l'organe. Il me semble que c'est un problème, oui, dans le sens où ça, on peut peut-être être prédictif là-dessus, ça va rater. On sait que guérir, enfin, je veux dire, on a beau y croire, on a beau mettre tous les moyens, on guérira pas les par lettres. Il y a quelque chose là qui va rater de structure. C'est la différence entre le modèle animal qui est utilisé quand même beaucoup pour développer ces techniques-là, notamment le modèle murin, les souris, et c'est avec une transposition sans réfléchir à ce qui change, puisqu'on s'intéresse à l'organe finalement. Quand on regarde un organe de souris, un cerveau de souris, et on se dit que ça va être prédictif sur l'organe, le cerveau humain. Et ça, c'est ce que dit Lacan, notamment dans Oupire, mais que ça rate pas chez les animaux. On le sait qu'il y a quelque chose qui fait rapport chez les animaux, là où chez le par-l'être, du fait qu'il parle, ça ne fait pas rapport. Et donc, on peut dire que ça va rater, que les patients vont pas guérir, qu'il va y avoir quelque chose du côté de la clinique qui va le mettre en échec. Et le problème, c'est que ça, à force, ça risque d'être problématique parce que donc ça m'est déjà arrivé d'apercevoir ça dans les services. Il y a quelque chose du côté du malade, ça peut être rejeter la faute sur le malade, sur le patient, et à force on va faire encore plus des ensembles, donc il y a ceux qui sont résistants à la stimulation, donc on va faire des techniques pour les faire dérésister de la stimulation. Enfin là il y a quelque chose qui est un peu, on s'engage dans quelque chose d'infini qui va dans les études, c'est quand même une logique de classe qui va vouloir faire rentrer dans des tout, et bon ça pareil, on sait qu'il y a toujours quelque chose qui va en être exclu, pareil structurellement. Donc c'est en ça que c'est un problème, c'est que c'est quand même, comme c'est des modèles qui prévoient la guérison,
ça risque la clinique risque de le mettre en échec. Il faut voir comment est géré cet échec. Et quand on prend ce sujet de l'inconscient, il y a juste, si on prend juste le sujet, même sans parler de l'inconscient pour l'instant, il y a quelque chose d'une désubjectivation quand même. Il y a quand même on parle juste de l'organe, le sujet n'y est pour rien, et ça peut renforcer un discours qui peut être un discours d'organe, qui peut être un discours de oui, ça fait que voilà, le sujet n'est absolument pour rien dans ce qui lui arrive, dans ce dont il se plaint. Et puis, ça prend pas en compte quand même le réel. Il y a quelque chose quand même d'une volonté farouche de localisation et qui fait qu'il y a quelque chose de très naïf dans le fait de penser qu'on pense juste avec son cerveau. Et il y a quelque chose comme ça il y a quelque chose de ce qu'on qualifie nous d'extimité, qui est la chose la plus précise pour essayer de le dire, qu'il y a c'est ni le cerveau ni pas le cerveau, il y a quelque chose dans la façon de parler qui produit des effets sur le corps, qui dans le rapport au langage, et qui crée de l'impossible, qui crée de l'embrouille, et donc voilà, dont on ne peut pas se guérir. Le problème, c'est voilà, il y a un discours dominant. Ça, c'est pas tant un problème en soi, parce que le discours dominant, il y en a toujours. Mais il faut que la possibilité de pratiquer autrement persiste. Voilà. Et d'autre part, vis-à-vis du sujet de l'inconscient, il y a quelque chose quand même du côté des neurosciences où il y a un inconscient neuroscientifique. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est défini comme étant pas la conscience. Inconscient comme l'inverse de la conscience, mais qui aurait la même structure. Finalement, sur le plan de la structure de ce que c'est, on ne fait pas de différence. C'est un mot qui a été perçu par le cerveau. Le cerveau s'allume comme étant reconnaissant ce mot-là, alors que le sujet ne s'en souvient pas. Donc ça, ce serait l'inconscient. Et donc, quelque part, les neuroscientifiques pensent aussi qu'ils peuvent peut-être se passer de la psychanalyse en tant qu'ils ont l'impression de couvrir la question de l'inconscient. Qu'il y a quelque chose qui est bon, voilà, c'est fait, on le voit et on peut le prouver. Et en plus, on peut le prouver, c'est encore mieux parce qu'on peut le prouver. Et donc, alors que c'est quand même c'est radicalement différent de l'hypothèse freudienne de l'inconscient et de celle de Lacan, du côté de quelque chose qui est complètement autre à la conscience, qui ne se définit pas comme étant l'inverse de la conscience, même pas par rapport à la conscience. Ça a une autre définition.